Bonjour à tous, c'est donc Imen Seba, je travaille en tant que comédienne, metteuse en scène et chanteuse dans différents espaces publics de la ville du Mans, comme les musées de la région sartoise, les centres de loisirs, voilà que mes affaires sont déjà en train de tomber. Les écoles primaires de la ville de Coulennes, etc. Donc voilà, ça peut être des commandes de spectacles. Je peux aussi mettre en scène des spectacles pour d'autres associations. Quoi qu'il en soit, voilà, en réalité, mon travail principal consiste à raconter des histoires. C'est très rare que je les écrive. En réalité, j'écris des histoires quand j'ai pas trouvé, soit par manque de temps, soit par manque de moyens, etc., l'histoire qui allait raconter ce que moi j'avais envie de dire dans l'instant ou pour les mois à venir. Mais vous l'aurez deviné, évidemment, c'est d'abord un amour pour les mots, la littérature et tous les effets des mots sur la nature humaine ou peut-être sur d'autres natures que j'ai pas encore expérimenté. Voilà. Alors, moi ici, ce que je fais, c'est d'abord des suggestions de lecture pour les parents à qui seront adressées en fait cette newsletter. Mais il y a aussi sur cette même chaîne que j'ai transmise à mes différents partenaires de travail des audios de Kirikou, de Blanche-Neige, une histoire sur les fantômes. Il y en aura peut-être d'autres parce que les audios c'est quand même très particulier à faire, mais voilà, je continue à produire ce genre de contenu. Il y a aussi des lectures pour les plus petits avec illustration sur cette même chaîne. Là aujourd'hui on est sur de la suggestion de lecture pour les adultes ou pour les enfants qui sont très curieux et qui ont des parents qui ont vérifié la teneur de mon discours aujourd'hui et qui ont l'autorisation voilà, de se nourrir éventuellement des titres et des histoires que j'ai soit aimées, soit simplement lues, que j'ai trouvé intéressantes ou intéressantes, et des choses aussi qu'on m'a conseillé, qu'on m'a offert ou qu'on m'a conseillé de lire prochainement. Donc on va y aller, on va commencer avec ce qu'on appelle, et je l'ai découvert en découvrant ce livre, c'est ce qu'on appelle c'est donc celui-ci, je commence déjà à me tromper, on est bien parti, L'élégance du hérisson par Michel Barbery. Muriel Barbery. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un succès de librairie? Ça me permet d'ailleurs au passage de vous dire que la librairie Tuard continue de livrer les particuliers à domicile sur commande, téléphone, mail, et qu'il y a aussi une possibilité de se faire livrer par la ville du Mans. Donc je vous enjoins à vous renseigner auprès de ces services. L'élégance du hérisson, succès de librairie, pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques lecteurs qui ont eu la joie de découvrir comme ça par hasard ce bouquin, qui en ont parlé à des libraires en disant vous avez lu ce truc est absolument génial. Les libraires l'ont lu parce que ça faisait une dizaine de fois qu'ils commençaient à entendre parler de ce truc. Et puis eux aussi l'ont trouvé absolument merveilleux. Et ils ont distillé l'information partout dans la librairie et à qui voulait bien entendre le cri de joie. Et c'est exactement l'effet que ça a eu sur moi. Donc succès de librairie, ça veut dire qu'il a bénéficié absolument d'aucune autre promotion que sa puissance finalement de frappe sur les lecteurs. Et puissance de frappe pour plein de raisons. Déjà c'est une plume, un style que je serais capable de reconnaître, je pense. Enfin je sais pas, mais quand ça arrive, on peut deviner qu'il y a un style qui se cache derrière ça. On est dans un immeuble bourgeois. Il y a cette jeune fille qui doit avoir entre 9 et 10 ans, je ne sais même plus si c'est précisé dans le bouquin, c'est pas très important. En tout cas, elle est enfant, voilà. Et très vite, on comprend qu'elle a sans doute un quotient intellectuel très élevé. Rien n'est précisé à ce sujet, si ce n'est qu'elle a déjà des opinions et des points de vue et des déductions sur des choses très complexes, très élaborées. Et surtout, elle les formule d'une manière à la fois rapide et en même temps le fond est lucide, ce qui est absolument terrifiant évidemment pour une enfant de cet âge-là. Et elle décide, par extension, que si elle ne trouve pas dans les mois à venir un sens à la vie, elle terminerait elle-même cette histoire d'une façon tragique. Bon, ça c'est propre à son âge.
Pour le coup, on a dans le même immeuble cette autre femme que personne ne voit, personne n'entend. Et d'ailleurs, c'est son souhait. À cette femme, très vite, on comprend qu'elle n'a pas du tout envie de se faire remarquer. Et pour cause, elle cache ce secret absolument abominable d'être une femme, elle aussi, très cultivée. Euh, Comme elle a entre 50 et 60 ans, évidemment, elle n'en tire pas les mêmes conclusions. Et puis, elle aime cette tranquillité de la concierge que l'on vient, à qui on vient dire bonjour comme ça, d'une façon complètement désintéressée, et à qui on ne prête jamais la possibilité de percer à jour nos pensées les plus intimes, nos besoins, nos envies, nos désirs, parce qu'évidemment, elle se nourrit de toute la vie de l'immeuble, et elle en rit, et elle a trouvé un moyen, en fait, de faire des choses les plus quotidiennes, des merveilles, avec le désespoir de l'intelligence néanmoins. Évidemment, elles vont se croiser. Hein. Et ça je vous laisse découvrir parce que je vous ai absolument rien spoilé. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment très rapidement, on comprend qu'on est dans cette structure narrative. Et alors, ce qui est explosif, c'est la façon dont ces deux narratrices, qui vont prendre chacune leur tour la parole, décrivent la vie qu'elles mènent ou que les autres ont autour d'elles. C'est hilarant, c'est absolument toujours élégant dans le cynisme, comme le dit le titre du bouquin. Merveilleux, merveilleux. Et alors, moi j'étais vraiment très triste, hein, mais à la fin du bouquin, je me suis dit, je vais plus jamais relire un truc de cette qualité. Et j'ai eu un peu de chance parce que, bon, j'ai pas lu. Je suis pas une très 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 grande lectrice. Je suis pas à 50 bouquins par année, quoi. Mais j'ai besoin. J'aime pas lire pour lire. J'ai besoin que la lecture soit comme une rencontre amoureuse, quoi. Et donc, comme je venais de vivre ça avec Muriel Barbery, heureusement, je connaissais pas notre chère Mimi, que beaucoup de gens semblent connaître, qui ne laisse pas indifférent, Michel Houellebecq. Alors, je pourrais vous cacher carrément le titre, parce que, il faut bien le dire, les particules élémentaires, oui, c'est très bien écrit, c'est... bah, ça parle d'une époque, hein, pour dire ce que Michel Houellebecq a l'habitude de dire sur cette époque. Moi, je vais le résumer, et c'est ma perception, mais voilà, la disparition de Dieu, que fait-on avec la disparition de Dieu? Ce qui, selon moi, est absolument l'obsession de Michel Houellebecq, que j'ai vraiment trouvé délectable, mais au plus haut point, dans La possibilité d'une île. Merveilleux, drôle, caustique, inventif, jusqu'à la dernière page, c'est du pur jus de poésie. Voilà. Donc moi, si j'avais à conseiller un bouquin de Michel Houellebecq, ce serait vraiment La possibilité d'une île. Et les autres m'ont donné le sentiment de me replonger dans le même bain de désespoir, et quand bien même il y avait des passages très drôles et toujours très inventifs et neufs chez Michel Houellebecq, il y a l'état qu'il générait chez moi, je ne savais pas jusqu'à quel point j'avais envie que ça se reproduise. Mais là, voilà, La possibilité d'une île reste pour moi un chef-d'œuvre, enfin. Et puis de toute façon, je crois que Michel Houellebecq, pour de vrai, va marquer l'histoire de la littérature. Je me trompe peut-être, mais c'est vraiment mon sentiment. Là, je vous montre en cascade 3 livres qui, en après-coup, alors que je les ai lus vraiment sur des périodes de ma vie très différentes. Moi, je me fournis essentiellement en bouquins chez la libraire Place de la Sirène, parce que elle a cette qualité, et pour moi c'est un critère, de vendre des livres qui ont déjà été utilisés, qui coûtent assez peu cher, mais c'est même pas ça l'idée, qui sont en très bon état. Et voilà, j'aime pas beaucoup acheter neuf, moi. C'est bon. Maintenant, on est tous un peu, j'espère, dans cet état d'esprit, pour les raisons qu'on connaît. Bref, ce livre-là, je l'ai acheté neuf parce qu'il a été récemment récompensé d'un prix Goncourt pour une première écriture. J'ai trouvé ça assez remarquable. Donc je me suis demandé ce qui se cachait derrière cette récompense. Moi, j'ai pas été déçue, hein.
Et donc ces 3 livres-là, en après-coup, une fois que je les avais choisis pour vous les montrer, vous les présenter, je me suis dit, mais je trouve très franchement qu'ils ont un fond et une forme, ce qui est rare, extrêmement ressemblant. C'est-à-dire que dans les 3 cas, on a en premier lieu ce narrateur ou ce personnage principal qui est un jeune homme dont on devine qu'il est à la fois une innocence lucide, quoi, c'est-à-dire dans l'incapacité de ne pas voir l'humanité en l'autre, mais en même temps qui comprend que tout le monde n'est pas fait de ce bois-là et qu'il va en souffrir. Alors il y a une mise à l'écart, il y a une façon comme ça de se protéger des autres, et en même temps un romantisme, mais le plus pur qui soit. On n'est pas dans un romantisme cliché à l'eau de rose, quoi. On est vraiment dans un romantisme du gars qui met au centre de sa vie la recherche amoureuse. Et là, bim, c'est le drame. C'est dans les 3 cas, il y a la rencontre d'une femme absolument foudroyante, à nul autre pareil, voilà, qui et donc se crée ce lien absolument inouï entre eux deux, et on sent qu'on rentre dans quelque chose qui va nous... comme une espèce de piège qui se referme sur le personnage principal et qui va faire de cette histoire qu'elle est inoubliable, gravée dans le marbre, et que finalement par l'écriture de cette histoire ou par le fait de raconter cette histoire, on va essayer de retourner à l'endroit de l'histoire d'amour pour se convaincre qu'elle n'est pas terminée, pour se convaincre que c'est pas fini. Et bon, je trouve ça délicieux. Et alors pour en parler, je vais faire un pitch pour chacun, mais vraiment chacun mérite d'être lu. Vraiment. On a donc Le jeune homme et la mort de Ruth Randall, qui est elle connue pour avoir son style très particulier. Ruth Randall, c'est quand même une super écrivaine et qui a le sens du suspense. Je trouve qu'elle a une écriture très elle est l'inverse de ce que je viens de faire, quoi. C'est-à-dire qu'elle a le sens de la synthèse. En très peu de mots, elle nous fait plonger dans des états et on imagine des situations absolument gigantesques et effrayantes. Ça se lit très vite, et pourtant il se passe 3 à 4 fois ça. Enfin, en tout cas dans ma tête, c'est ce qui s'est passé. Dimanche d'août de Patrick Modiano. Alors Modiano, pour ceux qui connaissent, vous pouvez passer la minute 30 qui suit. Pour ceux qui ne connaissent pas, Patrick Modiano, c'est très rapidement, quand on a lu 2-3 Modiano, on se dit tiens, il est possible que Patrick raconte la même histoire, mais qu'au travers de cette même histoire qui se serait passée, il essaye de savoir ce qu'il ne sait toujours pas à propos de cette histoire. Et moi ça me plaît. Et vraiment, c'est-à-dire que la deuxième fois, quand je me suis dit, j'avais lu Le Cirque passe puis La Villa, et puis je me suis dit, mais c'est absolument la même histoire. Bon, après j'ai lu Pédigré, je me suis dit, peut-être pas. Et en fait, si, quand même. Et après, j'ai lu Dimanche d'août, et puis j'ai plus eu d'août. C'était pas voulu. Sur cette idée que Patrick est à cette envie, en fait, de... Il sait quelque chose qu'il ne sait pas. C'est le sentiment que ça me donne. Et moi, j'adore de ne pas avoir finalement à me soucier de la fin de l'histoire. J'adore ne pas avoir à m'ennuyer avec est-ce que la fin va être à la hauteur de ce qu'on m'a promis dans le suspense. Il n'y a pas de suspense puisqu'on sait très bien où ça va. Mais pour autant, il y a un truc nouveau qui se raconte. Et ça, je trouve que c'est un tour de force. Voilà. Donc rien que pour ça, Modiano, bon, il a reçu le prix Nobel de littérature. Alors peut-être que pour certains ça n'a pas de valeur, ils vous appellent droit. Moi je sais pas trop quoi en penser, mais Modiano pour moi est un écrivain unique. Ne serait-ce que pour ce que je viens de décrire. C'est unique. Puis il y a un amour des mots. Vraiment pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire l'amour des mots, les autres, passez, pareil, passez les quelques secondes qui viennent, mais
Pour ceux chez qui ça fait écho, ce que je viens de dire, Modiano, c'est magnifique, quoi. Voilà. Courte vêtue, alors c'est court vêtu, et ça, j'arrive pas à m'y faire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui fait un stage dans un milieu carrément dévasté par la vie, c'est-à-dire qu'on est dans un milieu industriel où les individus, quand ils parlent, ne sont pas très vivants entre eux. Il y a presque quelque chose de... Ouais, il y a une atmosphère morbide qui organise les gens. Et on a cette jeune femme on n'arrive pas à savoir si elle est en train de se brûler les ailes ou si elle détient en elle une certaine connaissance de la légèreté. Et alors, elle va avoir des amants en pagaille, et elle va chaque fois rentrer dans la maison qui l'héberge, où ce jeune homme aussi est hébergé. Et il se trouve qu'il est le seul homme avec qui elle n'a pas de rapport physique. Et c'est très intéressant, puisqu'on est du point de vue du jeune homme. Ouais, c'est super bien écrit. Alors, ce livre aussi a la vertu, en quelques mots, de décrire une pièce entière. Premier livre. Magnifique. Bien. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? Alors. Voilà, oui. Parce que du coup, je suis dans des lectures. Mais je pense que j'ai pas forcément... Pour le moment, j'ai l'impression de ne pas avoir fait très bien mon choix. Parce qu'en plein confinement, j'aurais peut-être pu être un peu plus douée dans mon choix de lecture. Je sais pas. Bon, par contre, ce qui se passe bien, c'est Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier de Patrick Modiano. Sans surprise, on retombe dans... En tout cas, le début décrit la même chose. Je suis vraiment au tout début. Et au tout début, on est dans ce moment de suspicion au début, cet homme seul, etc., que j'ai décrit tout à l'heure. Et on est encore embarqué dans autre chose, donc pour le moment, ça me plaît beaucoup. Voilà. Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier par Patrick Modiano. Ensuite, on me l'a beaucoup conseillé, et ça peut-être que c'est arrêter de conseiller les bons livres peut-être aux gens, enfin je dis arrêter, mais je sais pas à qui je m'adresse, à personne, peut-être qu'il faut que je me dise à moi d'arrêter de conseiller des trucs vachement bien à des gens, un peu comme face à quelqu'un qui dit tu vas voir ça va te faire marrer, tu vois, il y a un truc qui se bloque à l'intérieur de toi, parce que ben, ça appartient plus à l'autre qu'à toi, j'en sais rien, mais on m'a beaucoup conseillé... Fragment d'un discours amoureux par Roland Barthes. Quand j'avais vu certains des spectacles de Lucchini et que j'avais vu la passion que ça éveillait chez lui, ça m'avait fait un peu marrer. Bon, j'aime pas tout Lucchini, mais disons que quand il a ce rapport-là au mot, quand même, moi, il me touche, puisque du coup, voilà, il y a ce lien des... Bon. Et donc, fragment d'un discours amoureux. C'est moi qui le dis. Donc ça vaut juste ça. Je ne conseille pas ce livre, je peine à avancer, mais je ne conseille pas ce livre à des personnes qui ont déjà vécu un chagrin d'amour, qui en connaissent absolument tous les rouages et qui connaissent toutes les étapes, parce que sinon ça va juste les faire rire. Ou alors ceux qui ont vécu le chagrin d'amour et qui ont gardé un très très bon souvenir et qui ont envie de se délecter de ce moment-là. Albertine disparue. Albertine disparue. Par qui ? Albertine disparue. Par qui ? Non, je dis ça genre, c'est incontournable. Bah oui, je fais partie des gens qui pensent que Proust est incontournable et que quand on aime la littérature, on aimera forcément Proust. Et puis de toute façon, si on n'a pas envie de lire Proust parce qu'on trouve ça décourageant, ce que je peux tout à fait comprendre, il y a des audios de 7 heures de Proust sur Internet. Vraiment. Moi j'ai commencé comme ça et je m'endormais avec ça, je trouvais ça super. Mais Albertine disparue, notamment ce tome-là, c'est une description qui est la même que Fragment d'un discours amoureux, mais sans la froideur finalement, je trouve, avec laquelle on décrit les différents états. Par contre, pour faire honneur, malgré tout, s'y est pensé, à Roland Barthes, parce que c'est très bien écrit, hein. Vous imaginez bien que vous avez entendu parler de Roland Barthes et vous avez entendu parler de ce livre si vous aimez la littérature ou si vous avez des copains qui causent beaucoup de littérature. Je vous apprends rien en vous disant que c'est bien écrit. Moi, je vais avoir noté un passage
je trouve qui pour moi, en l'état actuel des choses, résume assez bien ce que j'ai lu jusqu'à présent et ce que je devine un peu de ce que je vais découvrir après, mais j'espère me tromper vraiment. En tout cas, ce passage, j'ai trouvé vraiment édifiant. L'être que j'attends n'est pas réel. Ça parle d'amour, hein. L'être que j'attends n'est pas réel. Tel le sein de la mère pour le nourrisson, je le crée et je le recrée sans cesse à partir de ma capacité d'aimer, à partir du besoin que j'ai de lui. L'autre vient là où je l'attends, là où je l'ai déjà créé. Et s'il ne vient pas, je l'hallucine. L'attente est un délire. Encore les téléphones. À chaque sonnerie, je décroche en hâte. Je crois que c'est l'être aimé qui m'appelle parce qu'il doit m'appeler. Un effort de plus et je reconnais sa voix. J'engage le dialogue, quitte à me retourner avec colère contre l'importun qui me réveille de mon délire. Et au café, toute personne qui entre sur la moindre vraisemblance de silhouette est de la sorte dans un premier mouvement reconnu. Et longtemps après que la relation amoureuse s'est apaisée, je garde l'habitude d'halluciner l'être que j'ai aimé. Parfois je m'angoisse encore d'un téléphone qui tarde. Et à chaque important, je crois reconnaître la voix que j'aimais. Je suis un mutilé qui continue d'avoir mal à sa jambe amputée. Je suis un mutilé qui continue d'avoir mal à sa jambe amputée. J'ai trouvé que ça résumait beaucoup de choses que la psychanalyse et aussi ce livre raconte à propos du transfert, de la cristallisation amoureuse, s'il en est. Parce que s'il y a cristallisation, est-ce qu'il y a amour? À vous d'y répondre, pour vous-même. Bon, alors, dans les mêmes genres de bouquins, je fais un petit rappel de choses que soit vous connaissez, soit vous avez oublié que vous aviez envie de le lire, et puis le fait que je vous le rappelle, du coup, ça va vous remettre sur cette piste-là. Montaigne de la vanité, que j'ai dû bouffer plusieurs fois, qui pour moi est un must quand on aborde la philosophie. Je dirais que c'est un moyen aussi de rentrer en amitié avec la philosophie, de ne pas arriver fâché. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez arriver fâché en entrant dans la philosophie, alors j'avais pas prévu là c'est je trouve que c'est un moyen de se fâcher vite, c'est mon avis, hein, mais c'est un moyen de se fâcher vite, ou alors encore plus massif, Bergson, que moi j'arrive pas encore à lire. Je sais qu'il y a de l'or là-dedans, vraiment je sais qu'il y a de l'or, et j'ai lu quelques passages que j'ai trouvé, ça m'a fait le même effet en fait que l'objet petit a de Lacan. C'est-à-dire que je me suis dit, ouais, oh, stop, stop, il y a trop de choses dans cette phrase. Cette phrase contient 10 minutes de réflexion pour moi. Et ben voilà, pour moi, Bergson, ça me fait cet effet-là. Donc Montaigne, je le trouve plus simple. Les essais de Montaigne, beaucoup de gens disent que c'est simple à lire, alors je comprends pas ce qu'ils veulent dire par là, parce qu'en plus c'est les mêmes qui disent que l'éthique de Spinoza est compliquée. Bref, c'est les perceptions quoi. Mais ouais, moi j'ai du mal à... Vous voyez là, je suis... ça c'est le courage que j'ai avec les essais de Montaigne. C'est, voilà, l'épaisseur de mon courage. Freud sur le rêve, j'aurais pu vous parler... Je l'ai pas trop aimé celui-là, sans compter que c'est vraiment la version très réduite de la description de certains de ses rêves et de l'analyse de ses rêves qui finalement, je crois, faudra vérifier quand même, je pourrais dire de bêtises, mais je crois être un des fondements des théories psychanalytiques qu'il aura proposé après. Mais Freud, c'est très clair, c'est limpide, c'est simple, et c'est enrichissant. On n'est pas obligé d'adhérer, il faut rappeler ça aux gens quand même, qu'on n'est pas obligé d'adhérer, que tout ça ce n'est que l'écriture de certains, de personnes. Moi j'aime bien dire personne. Si vous en avez marre de dire homme pour désigner la race humaine, vous pouvez dire personne. Au féminin, ça équilibre un peu. Si vous avez envie de mener ce genre de combat de mots. Et donc, dans les choses qu'on m'a conseillées, que j'ai pas encore lues, j'ai lu déjà Jeu et réalité de Winnicott que j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on doit bien plus que la paternité de l'objet de petit a se retrouve dans Jeu et réalité. Donc c'est vraiment la description de Winnicott autour du rapport qu'entretiennent les enfants avec les objets dans les premiers moments de leur vie et la manière dont à partir de là ils vont finalement
installer un rapport au désir, c'est très intéressant et c'est simple. C'est très bien écrit parce que c'est très simple, c'est de l'observation, c'est génial. Et donc là, je vais me dégoter fragment d'une analyse. Voilà, donc je verrai par Winnicott. Je crois que c'est un psychanalyste anglais, si mes souvenirs sont bons. Là, ça c'est un livre qu'on m'a conseillé il y a longtemps. Hannah Arendt, La crise de l'éducation. Et alors moi, le début de la lecture, ça s'était pas bien passé. Je m'étais dit, oh la vache, c'est carré carré quoi. Enfin, la tonalité m'avait déplu et du coup j'avais du mal à me sentir concernée. J'avais l'impression d'être mise à distance par. Et puis on m'a dit que j'avais eu tort, qu'il fallait que j'y revienne, que c'était peut-être d'ailleurs carrément le moment d'y revenir. Donc pourquoi pas, on verra si j'arrive jusqu'à elle. Jusqu'à elle. Bon, ça, c'est un incontournable, je crois. Et d'ailleurs, s'il y a des Spinoziens parmi vous, enfin des Spinoziens, il y a des lecteurs de Spinoza parmi vous, bah moi je cherche des lecteurs de Spinoza avec qui parler. Voilà. Je pensais en avoir rencontré quelques-uns et en fait très rapidement on se rend compte que bah, soit ils ont abandonné en cours de route, soit ils en ont déduit ce que des commentateurs en avaient déjà dit. Ce qui je trouve hyper dommage quoi. Enfin bref, je peux pas parler de l'éthique de Spinoza parce que c'est trop... Bah, je trouve que l'éthique de Spinoza parle bien de l'éthique de Spinoza et c'est suffisant. Voilà. Je vais laisser enfin, en fait, ce livre-là qui est donc de Marthe... Enfin, c'est les retranscriptions des contes... Enfin, c'est les contes retranscrits par les frères Grimm de femmes, et c'était essentiellement des femmes, ça pouvait être aussi des hommes, mais c'était essentiellement des femmes qui venaient chez eux pour raconter les histoires qu'elles avaient conçues pour la bonne éducation de leur enfant, qui leur semblait absolument organique, naturelle et nécessaire. Moi, je crois que quand bien même elles n'auraient pas discouru de cette façon-là, je sens moi qu'elles avaient raison et c'est pour ça que je me tourne bien plus vers les retranscriptions des frères Grimm. J'ai vraiment beaucoup de difficultés avec d'autres retranscriptions de contes populaires. Là, c'est une traduction, c'est très important je trouve, par Marthe Robert, qui a ce talent de... de traduction en fait tout simplement de l'allemand vers le français. Moi je parle pas allemand, hein, donc ce serait difficile pour moi de vous dire, mais c'est que j'ai pas du tout le sentiment que ça a été écrit préalablement dans une autre langue, alors qu'avec d'autres textes j'ai pu avoir ce sentiment. Et je vous lis un des moments qu'on connaît tous de l'histoire de Blanche-Neige où vous allez pouvoir peut-être sentir ce que je veux dire. Le prince ordonna à ses serviteurs de l'emporter sur leurs épaules. Il advint alors qu'ils trébuchèrent contre un buisson et que, par suite de la secousse, le trognon de pomme empoisonné dans lequel Blanche-Neige avait mordu lui sortit du gosier. Juste cette phrase-là, je trouve qu'il y a un talent de retranscription, d'écriture et d'utilisation des bons mots pour faire jaillir comme ça un rapport sincère et sensationnel à l'instant. Voilà. Donc si vous êtes partisan des contes, c'est-à-dire non édulcorés par Disney ou par d'autres, moi je trouve que ça se lit à des... je pourrais sans problème le lire à des enfants qui auraient entre 8 et 9 ans. Avant c'est peut-être un peu prématuré parce qu'il y a quand même des passages un peu difficiles, mais je dirais que c'est à chacun ça de déterminer en fonction de la connaissance que vous avez de vos enfants. Et puis aussi peut-être pour vous, moi ça a été un enrichissement personnel déjà de lire certains de ces contes. J'ai pas tout lu, mais voilà. Écoutez, dites-moi si vous avez envie d'autres choses comme ça, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vais le renseigner en fait un mail dans la description, ce qui vous permettra d'échanger avec moi si vous le souhaitez, ou si certains d'entre vous en famille veulent m'envoyer des petites vidéos de bonjour, ce qui me ferait vraiment le plus grand bien de voir vos petites rognes en ce moment. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi qui a peut-être été un peu long, je me rends pas compte, parce que quand je parle de littérature je me rends plus bien compte.
C'est une façon de garder le contact, ce n'est rien d'autre que ça. Moi j'interviens sur le terrain, je vais continuer à intervenir sur le terrain, c'est vraiment les échanges et la rencontre humaine qui m'intéressent dans mon travail. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée et bon soleil à tous. Au revoir.